Salut les Jujiteros. Aujourd'hui, nouvelle interview nutrition. Je reçois Aurélie Leverne. On va parler de son historique dans le Jiu-Jitsu brésilien, son évolution, comment elle s'entraîne, comment elle mange, beaucoup de détails. Aurélie est très vivante. Elle nous parle de confiance, discipline, passion, rigueur. Enfin bref, un super épisode. Prepara, combate! Bon Aurélie, ça fait quoi d'être championne d'Europe, black belt adulte? Ah ben, c'est déjà passé, hein, mine de rien. C'est déjà passé, ouais. Ça va tellement Ouais, c'est vite. Quand ça. on suit ton actualité, on parlera de ta prochaine échéance juste après, mais est-ce que tu as quand même pris le temps de savourer ce titre? Euh, non, pas vraiment, parce que ben, le lendemain, je suis partie tout de suite au Brésil parce que j'ai enchaîné le camp d'entraînement pour l'ADCC Trial qui arrive très vite la semaine prochaine. Mais si, j'ai profité parce que, ben, bon, enfin, sur l'instant, c'était inoubliable. Donc voilà, c'est resté gravé dans ma mémoire et puis dans la mémoire de tous ceux qui ont fait partie de l'événement ce jour-là, je pense. Donc, c'est ça qui est important. C'est que ça a été fait, quoi. Ouais. Enfin, moi, je tiens quand même à te dire bravo. Et je dis bravo maintenant. Mais moi, je vais te dire une chose, c'est que je te suis à distance depuis quand même plusieurs années. Parce que au début de Purple Bell Kitchen, j'écrivais des recettes pour le magazine JITS. Et une Mais fois, j'ai même un livre à toi, puisque on s'est rencontrés vraiment chez toi, mine et, de rien, et ben à oui, Pont-en-Chablais. c'est ça exactement. Mais je raconterai une anecdote là-dessus après. Mais et je t'avais vu sur JITS et tu étais ceinture bleue à l'époque et déjà, ben C'est voilà, tu vrai. avais déjà cartonné des ceintures bleues. Ceinture bleue, t'as cartonné. Violette, t'as cartonné. Marron, t'as cartonné. Ceinture noire, tu commences en rentrant tu défonces la porte en entrant. Magnifique. Et moi, j'aimerais que tu me parles un peu de cette ascension, on va dire rapide, puisque c'est dans l'espace de 6 7 ans quoi, que ça s'est fait. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours Jiu-Jitsu et les conditions qui, selon toi, t'ont permis d'arriver au niveau où tu es aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, ben, j'ai commencé le Jiu-Jitsu en septembre 2018. 18, ouais. Puisqu'en fait, je me suis, j'ai déménagé en Guyane française. J'étais en France métropolitaine. J'ai fini mes études en STAPS. Et j'ai eu mon premier poste en tant que prof de PS là-bas en Guyane, en fait, pour éviter la région parisienne, un peu comme beaucoup. Et puis, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien là-bas, tout de suite enfin, j'ai fait un an de judo, même pas, j'ai fait un an de judo en arrivant. Et donc en 2017 et en 2018, en septembre, j'ai migré pour le jiu-jitsu brésilien. Et depuis là, en fait, j'ai rencontré Tyrone, donc, qui m'a eu depuis mes premiers pas sur le tatami, en fait, qui est mon sensei aujourd'hui encore. Et c'est grâce à lui si je suis allée si vite et si loin, parce qu'en fait, ça a été la personne dans ma carrière et sportive et dans ma vie, on va dire, parce qu'à l'époque, je ne parlais pas encore de carrière, puisque certes, je faisais du sport tous les jours déjà dans d'autres activités, mais je n'étais pas athlète, quoi. Et lui, en fait, c'est celui qui m'a permis de voir que c'était possible, que j'avais des capacités pour faire du haut niveau. Et en fait, comme lui, il était déjà athlète de haut niveau, j'ai tout de suite suivi ses pas, suivi ses entraînements. C'est là que je me suis mis à la musculation. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner plusieurs fois par jour. C'était super dur en ceinture blanche, hein. J'ai failli abandonner plusieurs fois. Mais je pense que ce qui m'a permis vraiment d'aller vite, ça a été que j'avais quelqu'un tout de suite qui m'a montré le chemin et en qui j'ai eu confiance et en qui j'ai écouté tout de suite ce qu'il avait à me dire en me disant, ben, ah, tu veux faire de la compétition, ben voilà, il faut faire comme ça, comme ça. Et j'ai vraiment écouté sans réfléchir en me disant, ben, si lui, il a déjà fait, lui, il avait déjà un titre mondial à l'époque, déjà en 2017. Et j'étais passionnée enfin, je trouvais les gens qui faisaient du haut niveau, je les mettais dans mon échelle de valeur très haute. Et donc, le fait d'avoir lui devant moi et en le côtoyant, je me suis dit, mais c'est l'opportunité rêvée pour moi, en brancher dans les pas, quoi. Et en fait, c'est grâce à tous ses conseils et grâce à lui vraiment si j'ai continué dans cette voie-là. Alors du coup, ben, dans ma ceinture blanche, c'était super facile parce que j'ai jamais perdu un combat.
J'étais vraiment un bulldozer et j'avais pas peur et j'avais rien à perdre, quoi, en fait. Ouais. Donc, j'ai fait plusieurs Open et j'avais tout gagné. J'ai jamais perdu un combat en blanche. Et donc, ça m'a mis beaucoup, beaucoup de confiance, une confiance très haute. Et après, donc, j'ai pris ma ceinture bleue au bout de même pas un an, puisque j'ai pris ma ceinture bleue en août 2019, 2018, en août 2018, puisque les premiers championnats d'Europe que j'ai gagnés, c'était en 2019. Moi, j'ai commencé en 2017, septembre 2017. Et puis, ben, en fait, le premier gros championnat que j'ai remporté, ça a été les championnats d'Europe en bleu. Et là, je me suis dit, je me rappelle avoir dit à Tyrone, me retourner après qu'on ait levé mon bras dans la finale. C'était l'absoluto en plus parce que j'avais perdu ma catégorie à cause d'erreurs de jeunes pratiquants, quoi. Et je lui ai dit, ça y est, je suis championne d'Europe là. Et puis il m'a dit, bah ouais, c'est ça. J'ai dit, putain, ben bon, bah, je continue, c'était pas si exceptionnel. Et donc, je me suis dit, à partir de là, c'est vraiment ce jour-là que je me suis dit, bon, ben, je vais aller au plus loin que je peux et voir jusqu'où je peux aller. Et je vais me donner les moyens d'aller vite parce que ben, j'ai plus de 20 ans déjà et je veux essayer de voir. Parce qu'en fait, je suis une fervente croyante du travail qui paye depuis très jeune. Hein. J'ai beaucoup. Enfin, je suis quelqu'un d'assez discipliné et d'assez carré, quoi. J'aime bien mettre les choses dans le bon sens et écouter vraiment les conseils et vraiment faire pareil que les gens qui ont réussi, quoi. J'ai pas de. Je pose beaucoup de questions. Et voilà, j'ai vraiment avancé dans ce sens-là. Alors, il y avait la ceinture bleue, ça a été, je pense, la ceinture la plus explosive, puisque j'ai gagné le Panaméricain aussi en bleu, j'ai gagné le championnat du monde ensuite en bleu. Et là, je me suis dit, mais c'est génial et tout. J'étais sur un nuage, tout ça. Après, il y a eu le Covid, il y a eu la période du Covid. J'ai pris ma ceinture violette pendant le Covid et là, ça a commencé à être difficile parce que pendant le Covid, ben, j'étais folle de ne pas pouvoir combattre, de ne pas assez s'entraîner, les clubs ont fermé, tout ça, c'était une période assez difficile. Et on a réussi à aller au Brésil. Donc, on s'est un peu expatrié parce que c'était plus facile depuis la Guyane française d'aller là-bas. Et j'ai pu combattre au Brésil. Et là, j'ai perdu plusieurs fois. J'ai perdu depuis ma ceinture bleue. Hein. Mais la ceinture la plus difficile, c'était peut-être ma ceinture violette où j'ai dû persister, persister, parce qu'il y a des moments où j'avais l'impression que je stagnais parce que j'ai eu une progression vraiment exponentielle et il y a des moments où je me dis, mais bon, ben, c'est pas possible, j'arrive plus à progresser et tout. Et c'est dans ces moments-là d'avoir continué, 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 ben, même s'il y avait des fois où tu n'avais pas envie forcément d'aller à l'entraînement, ben, d'aller quand même et d'avoir on va dire la foi, hein, mine de rien, dans l'évolution personnelle, dans ce qui est possible de faire après, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus grand, de plus loin, de plus beau, si tu continues à aller dans la bonne voie. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je me suis toujours dit, ben, je continue, je continue, je continue, puisque toutes les fois où je me suis confrontée à un mur et où j'ai voulu dépasser, que ce soit dans ma vie privée ou dans le jiu-jitsu, parce que je me suis beaucoup blessée. Donc, toutes les blessures que j'ai eues, j'ai toujours réussi à aller au-delà, à me soigner, me soigner, me soigner. Et à chaque fois, je me disais, ben voilà, bon, ça paye, donc pourquoi arrêter, quoi. Donc, j'ai continué comme ça et c'est beaucoup ma motivation de savoir et de croire dans le fait que derrière, il y a toujours quelque chose de plus grand qui attend, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus génial. Et tu vois, pour revenir sur les championnats d'Europe, ben c'est ça, c'est quand il y a eu beaucoup d'émotions pour moi parce que, comme je te dis, ma progression, certes, elle était super rapide, mais c'était semé d'embûches. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas un seul grand championnat où je combats, où j'ai pas été blessée 3 semaines avant ou 2 semaines avant, où il n'y a pas une embûche qui s'est mise pour me dire, bon, ben, tu vas t'arrêter là, quoi. Tu vois? Ça fait Donc, 6 ans et demi très dense, très dense, très ouais, c'est dense. ça. On voit hein, sur toutes les compétitions que tu énumères. Enfin, moi, je sais très bien que pour participer aux compétitions et les résultats que tu as eus, il faut t'entraîner de manière adéquate, conséquemment. Tu as dit à un moment donné, tu as commencé à t'entraîner 2 fois par jour. Euh, mm, C'est-à-dire, tu t'entraînais 2 fois par jour, mais je sais qu'à l'époque, tu étais prof de PS. Comment tu arrivé à concilier ça avec ton travail, tes entraînements et maintenant où tu en es vis-à-vis de ta profession? Et ben, ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est que ben, enfin, depuis mes débuts jusqu'à ma ceinture noire, hein,
J'ai gardé les deux boulots parce que ben, je pouvais pas financièrement sinon m'assurer en tant qu'athlète. Donc, c'était pas possible d'être que athlète, financièrement parlant. Et comme j'étais professeur de PS agrégé, ça me donnait quand même un très bon salaire et sans faire des heures tous les jours de bureau, quoi. Je travaillais le temps plein d'un professeur de PS agrégé. C'est 14 plus, c'est 14 heures de cours inclusion de l'association sportive. Sachant que moi, je suis tout de suite rentrée dans la coordination de mon équipe, tout ça. Donc, et quand j'ai commencé à faire des championnats, au début, on m'a suivi. Donc, ma hiérarchie, au début, était contente, on va dire, de ce que je faisais quand j'ai gagné mes premiers championnats d'Europe, tout ça. Donc, j'avais des autorisations d'absence assez facilement parce que j'avais des résultats et que les enfants parlaient de moi déjà, tu vois, en disant, ah, Madame Leverne, elle a fait des championnats, elle a gagné les championnats d'Europe, nanana. Et je pense que c'est ça qui, enfin, que c'est le, tu vois, encore une fois, le résultat qui a montré que j'ai pas eu besoin de parler pour convaincre. Et ça a été le travail qui a montré le résultat, tu vois. Et par contre, à partir de ma ceinture, donc ça a toujours été ça. J'ai toujours allié les deux. Mais c'était des heures de travail, hein, franchement. Franchement, je pense que si j'étais pas en train d'être passionnée, je pense qu'il n'y avait pas la passion, ça aurait pas été possible parce que c'était des journées où ben, là-bas, à l'école, on commençait. Le premier cours, c'était à 7 heures. Enfin, j'avais mon emploi du temps depuis ma ceinture blanche. 7 heures le matin, parce qu'en Guyane, il fait très chaud, donc c'est pour ça qu'on commence très tôt, en EPS surtout. Et on finissait souvent, c'était 7, 9, 9, 11. Et l'après-midi, 14, 16 ou 15, 17. Et donc, j'enchaînais entre mes cours et dès que j'avais un trou, on avait un gros trou entre midi et 2 puisque c'était 11, 15. Donc là, je pouvais aller à la muscu et tout. Et 15, 17. Et 17, j'enchaînais avec le club parce que j'ai tout de suite aussi donné cours au club. Enfin, j'ai fait une section enfant parce que ça me tenait à cœur. Je suis prof de passion aussi. Hein. Je suis pas Ouais. prof. Enfin, j'aime toujours enseigner. Hein. Aujourd'hui, c'est toujours magnifique de pouvoir transmettre. Mais concilier les deux, c'était vraiment dur, franchement. Je peux pas mentir. Je vais pas mentir, c'était vraiment très dur. Bon, ben, ouais, j'ai fait une grosse dépression, hein, faut pas croire. Hein. J'ai fait une grosse dépression dans ma ceinture, pas loin avant ma ceinture noire. Ma ceinture marron, c'était chaud. Ma ceinture marron, j'ai plongé parce que j'ai commencé à avoir des problèmes au boulot. Les gens ont commencé à vouloir me mettre des bâtons dans les roues parce que ben, j'avais des autorisations que pas tout le monde avait. Je rattrapais mes heures. Il y avait un moment, je rattrapais mes heures. Je disais, ben voilà, je pars tant de temps. J'essayais de couper au plus court. Je me rappelle pour le Panaméricain que même Tyrone a gagné. J'étais même pas là quand il a gagné le Paname, quand il a fait l'or, parce que ben, moi, je combattais à l'époque, quand tu es pas ceinture noire, tu combats pas en fin de semaine, donc tu Ouais. combats le vendredi. Donc, je finissais de combattre, je sautais dans l'avion pour retourner en Guyane et tout pour faire les choses carrées, hein, alors qu'il y en a derrière, ils te posaient des arrêts maladie tous les 2 mois parce qu'ils se sentaient pas bien et bon, bref, Ouais. tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Mais c'est. Franchement, j'ai toujours voulu faire les choses carrées et c'était pas évident, c'était vraiment pas évident jusqu'à ce que j'en pouvais plus et j'ai dû arrêter parce que j'arrivais plus à concilier les deux. C'était et surtout quand j'ai vu les bâtons dans les roues quand je voulais me mettre au boulot, notamment mon chef d'établissement qui a été, enfin, pour la petite anecdote, je ne sais pas s'il est encore poursuivi aujourd'hui, mais il y a eu des grosses histoires avec lui en Guyane, parce qu'il était inspecteur aussi, pas mon chef d'établissement, mon inspecteur de BS. Je ne vais pas citer les noms et tout parce que c'est pas intéressant d'attaquer les gens, mais grosso modo, c'est à cause de lui, ça a été lui l'entrée dans ma dépression hein, qui m'a dit un jour dans son bureau, non mais Aurélie, de toute façon, t'es sur un nuage, t'es pas athlète de haut niveau. C'est comme si tu me disais que tu avais gagné le 200 mètres en 50 secondes. Ça n'existe pas, tu vois. Le jiu-jitsu brésilien, ça n'existe pas et tout. Et putain, ce jour-là, Julius, j'étais rentrée chez moi, mais en pleurs. Ouais. Tyrone, il m'avait dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et je me suis dit, mais comment les gens, comment des gens qui croient dans l'éducation, soi-disant et tout, ils aient pu me tenir ce discours à moi, tu vois, qui est quand même quelqu'un qui est vrai et qui est passionné, quoi. Ça Et s'entend que bon, tu es bref, passionné. à partir de là, Julius, je te dis, je me suis dit exactement ça. Je me suis dit, écoute, dans ce boulot-là, professeur de PS, hein, agrégé de l'éducation nationale, tu imagines? Je me suis dit, ça correspond plus avec mes valeurs, c'est pas possible. Parce que j'ai pas eu que des problèmes avec ce monsieur-là. Hein. J'ai rencontré des gens, mon pauvre, des profs notamment aussi,
qui étaient, mais rien à voir avec les valeurs. C'est-à-dire des gens qui utilisent le système, des gens qui sont même pas passionnés par les enfants, des gens qui vont là parce que c'est un bon système, quoi. Ouais. Ouais. Et en fait, ça correspondait plus du tout avec mes valeurs, qui sont les valeurs vraiment presque, ben, je vais te dire les valeurs de que ce soit de l'olympisme, du bushido et tout. Moi, C'est j'y crois ça. beaucoup dans tout ça et ça correspondait plus. Ouais. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je suis sortie de là par plein de chemins différents. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas intéressant. Mais je me suis consacrée qu'au jujitsu pour me sauver. Déjà, psychologiquement parlant, pour remonter la pente, quoi. Parce que à partir de cette période-là, donc de ma ceinture marron, là, moi, dans ma vie personnelle, c'était compliqué aussi parce que ma mère est très malade. Elle a même pas 60 ans et bon, elle est- elle a une maladie dégénérescente et Mhm. c'est pas évident non plus. Donc, ça fait tout concilier pour me faire tomber. Mais oui, Aurélie, on Donc, entend bien, voilà. tu vois, dans tout ce que tu décris, et depuis le début, hein, il y a cette confiance, cette passion, cette discipline, la rigueur, et tu n'as pas été épargné, tu vois, toi, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial, santé familiale. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'y allais, c'est cette passion, cette rigueur, et moi, je voudrais en profiter pour faire une petite anecdote, parce qu'on s'est vu, comme tu l'as dit, chez moi, pendant cette période du Covid où tu venais d'avoir ta ceinture violette. Et là, je m'adresse aux auditeurs et auditrices. Je vois sur Instagram que tu es avec Tyrone sur une montagne à côté de chez moi qu'on appelle le Salève. Et je vois ça, j'ai mis c'est à côté de chez moi. Et je t'envoie un message et je dis, ouais, mais t'es juste à côté de chez moi. Et ta réponse a été, t'as un tatami? Direct. Il n'y a même pas eu bonjour, quoi que ce soit, c'était un tatami. Je dis, ouais, rendez-vous demain 10h. Et tu es venu avec Tyrone. Et ici, je continue l'anecdote. Parce que moi, je m'étais fait opérer des ligaments croisés 6 mois avant. Et j'étais remonté sur le tatami une fois. Ça, je ne l'ai pas dit. Et en fait, toi, tu es Ouais. arrivé avec Tyrone. Et je raconte cette anecdote à plein de gens hein, qui me disent, ouais, il y a des gens qui sont balèzes et tout. Je dis, ben, tu vois, moi, la personne qui m'a défoncé le plus sur un tatami, c'est Aurélie Leverne. Non, Mais si, j'étais ceinture marron, je vois Aurélie qui arrive ceinture violette, je dis c'est bon, je vais y aller mollo, c'est une c'est fille et tout. bon, une Et fille en plus. j'ai servi de serpillière, quoi. J'ai servi de serpillière. Ah Et, putain. et au-delà de ça, tu sais, on a eu une conversation parce que pendant ce temps, après, il y avait Tyrone qui combattait avec mon pote, qui s'est fait lyncher aussi. Et j'ai beaucoup apprécié ce discours, en fait, qui rejoint vraiment ce que tu as dit juste avant. Et j'ai vu dans tes yeux, dans ton discours, qu'en fait, tu faisais pas, tu faisais du jiu-jitsu, oui, qu'il y avait déjà cette passion, mais que tu venais pas là pour ramasser les champignons, quoi. Et tu m'as dit texto, moi je suis là, mon objectif, c'est championne du monde ceinture noire adulte. Là, je me rappelle, tu me l'as dit, avec une détermination, j'ai dit, elle y arrivera, quoi. Et là, on n'en est pas loin. Ouais, ouais, ben c'est ça, franchement, c'était. Non, mais après, franchement, pour revenir sur l'anecdote, tu sais, à chaque fois que je parle avec des gens comme ça qui me connaissent depuis presque mes débuts, hein, ils ont tous une anecdote à raconter avec moi. Mais tu sais pourquoi? Parce que, eh ben, mine de rien, avec cette histoire homme-femme, tout ça, comme tu dis, ah, c'est une fille et tout, ça va pas Et être si ouais, hard et tout. Mais ça a été, moi, j'ai grandi dans ça et comme la plupart des filles, je pense, hein, tu vois, comme la plupart des filles dans le jiu-jitsu brésilien ou dans les arts martiaux même, je dirais en général, je pense. Parce que ben, dans la force physique, malheureusement, d'un homme et une femme, ben, toi qui es dans le domaine de la diététique aussi, tu sais très bien ça, c'est que ben, un homme, c'est plus fort qu'une femme, hein, mine de rien, d'un point de vue physique et musculaire. Et dès ma ceinture blanche, je te dis, en Guyane, c'était. Moi, je ne laissais rien passer à personne. C'est-à-dire que les gens essayaient de me tuer, j'essayais de tuer les gens, quoi. ouais. C'était automatique, mais pour pas me blesser. Et j'ai passé des moments, j'allais m'entraîner dans un club à Kourou, ils se reconnaîtront. Mais j'étais terrorisée d'aller là-bas, Julius, hein. J'étais terrorisée parce que les gars, ils voulaient juste ma peau, quoi, quand j'y Ouais. allais. Et moi, je savais que c'était mon entraînement de compétition et qu'il fallait que je donne tout, sinon c'était moi qui passais, quoi. Un bras, un coup. Et justement, Et toi, je pense que c'est ça c'est que je ça qui voulais te m'a poser comme construit, hein. question, Aurélie. C'est dans tous ces entraînements où, je sais, voilà, tu te défends parce que, voilà, en général, il y a beaucoup moins de filles qui pratiquent que de gars. Toi, tu dirais que depuis le début, tu as eu enfin, la proportion de filles avec lesquelles tu t'es entraîné. Tu vois, moi, Ah quand non, je mais regarde tes c'est. stories, quand je regarde tes... J'ai l'impression que tu t'entraînes avec beaucoup de gars et peu de filles. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que c'est le réel? Ah non, non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai jamais eu de sparring partner féminin. Ouais. Moi, j'ai jamais eu. Mon sparring partner principal, c'est Tyrone. Ouais.
Et ben, je le remercie déjà en passant parce que c'est un gars il y a des moments dans notre cursus où on a presque 30 kilos de différence et où il sait vraiment s'entraîner. Donc, comme quoi, c'est possible d'être super fort, d'être un mec et de pas avoir d'ego Bien sûr. et de s'entraîner avec une nana sans souci, tu vois. Et Est-ce ouais, que, franchement, oui, si, c'est ça. Je me suis construit comme ça. et justement, Ça, est-ce oui. que tu dirais que c'est un des facteurs aussi essentiels de ta progression, d'avoir dû défendre ta peau justement contre des gars, avec justement ce rapport de force? Ça fait entièrement partie du jiu-jitsu que j'ai construit. C'est-à-dire que une fille, le jiu-jitsu une fille, c'est. En fait, je m'en suis rendu compte quand j'allais en championnat. C'est-à-dire que moi, je rencontrais des filles et j'échangeais avec des filles qu'en championnat, tu vois. Et c'est là que j'ai vu que ben, une fille, c'est plus souple, c'est plus technique, mais surtout la souplesse. Surtout la souplesse et le type de jeu qui va être plus inversé, plus berimbolo, tout ça. Et moi, je connaissais pas ça. Hein. Moi, je connaissais pas ça. La première chose que je savais faire en ceinture blanche, ça a été un e-slide. Ça reste mon plan A depuis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais berimbolo, tout ça, c'était chaud. Et donc, c'est pour ça ouais, que mon jeu, il a été construit dans l'agressivité, dans la pression et dans la finalisation, surtout parce que plus tu mettais fin au combat rapidement, eh ben, tu sais ce que c'est, hein, mine de rien, que ce soit entre gars ou entre filles. Je suis désolée, mais quelqu'un qui vient, le chrono démarre et au bout de 30 secondes, tu es finalisé, tu te dis, oh, attends, doucement, tu vois. Ouais. Tu te dis, bon, je vais pas faire n'importe quoi, peut-être tu te lances moins fort, moins vite et tu commences à plus réfléchir, quoi. Mm. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est comme ça, je pense aussi que je me suis construit à me dire, bah, faut que je me protège et faut que j'y aille, quoi. Parce que c'est pas de la rigolade. Parce qu'on on en parle en rigolant comme ça, mais Ouais. c'est pas, on apprend quand même à casser des bras, à étrangler des gens pour de vrai, quoi, tu vois. C'est ça, Faut c'est ça. pas laisser ça, faut pas croire que c'est pour rigoler, quoi. Aurélie, j'aimerais qu'on parle un peu plus de maintenant, parce que là, t'es en pleine, tu viens de sortir des championnats d'Europe où tu as été championne. Là, tu prépares les sélections à DCC. Qu'est-ce que ça représente, la prépa championnat d'Europe et la prépa ADCC en termes de volume horaire d'entraînement par semaine, que ce soit prépa physique et jiu-jitsu? Semaine, je saurais pas te dire un chiffre parce que c'est plutôt par jour, donc vous ferez le Ouais. calcul, mais grosso modo, c'est trois, quatre fois par jour dans le gros stage, on va dire, quoi. Dans la phase où tu donnes tout. Dans la phase où tu vas vraiment t'épuiser, c'est-à-dire la dernière phase avant la récupération de la dernière semaine, on va Mhm. dire. Et c'est ben, ici, par exemple, je te donne un exemple d'ici, hein, là, on se lève, de 7h à 8h, il y a un courant kimono où on va réveiller le corps tranquille juste pour pas commencer à froid, le sparring de 8. Et le 8 à 9, c'est que des sparring déjà de nogi Mhm. ou des spécifiques, ça dépend. Après, on va souvent, après on mange ou on se repose. En fonction de l'énergie, on va soit la muscu dans le trou entre midi et 2, soit après l'entraînement du soir. Mais après, c'est 15h, 17h, c'est de la lutte. Donc, 1 heure de drill à peu près ou 40 minutes de drill et après des sparring encore. Et après, il y a la muscu. Donc, souvent, le dernier shot avant l'événement, c'est beaucoup de cardio comment dire, de puissance, enfin, lourd léger, Ouais. des choses où tu vas travailler les réflexes tout en développant de la puissance, mais c'est plus de la force, par exemple. Mhm. Et voilà, et ça tous les jours, du lundi au vendredi. Et samedi et dimanche, il y a aussi des entraînements pour garder le rythme, Ouais. pour suer, mais où c'est plus tranquille, on va moins s'entretuer, quoi. Ça fait 25 heures par semaine, quoi. Et Ouais, ça fait beaucoup. ça fait Ça beaucoup. fait vraiment beaucoup. Et justement, bah, tous ces efforts, bah, ça brûle des calories. Et justement, d'un point de vue calorique, ben, qu'est-ce qui rentre, toi, dans ton corps? Qu'est-ce que tu fais rentrer dans ton corps pour soutenir tous ces entraînements? Alors, je sais que là, tu es passé de 70 kilos là, pour les championnats d'Europe et là, tu vas combattre en moins de 65, je crois, à la DCC. Donc, il y a cette Ouais, c'est notion de ça. perte de poids, certes, mais sans parler perte de poids, comment au quotidien, on va dire en saison normale, même quand tu dois t'entraîner pour préparer des compètes, parce que tu prépares des compètes tout le temps au final, hein, euh, Ouais. comment tu manges, quelle quantité, combien de fois par jour, en gros, de quoi ça se compose? Ça dépend, comme tu dis, des périodes. C'est-à-dire que les championnats où je vais couper du poids, c'est vraiment que récemment que j'ai commencé à faire ça de façon professionnelle parce que c'est vraiment, enfin, il faut pas faire ça tout seul, hein. Hmm.
Moi, pour passer de, bah, tu dis 70, mais quand même, au championnat d'Europe, tu vois, mon poids de base, j'étais à 71, 72, quoi, quand même. Et j'ai un métabolisme qui est très, très rapide, tu vois, j'ai pas beaucoup de masse grasse. Et comme je suis quelqu'un d'hyperactif, ben, mon métabolisme, déjà de base, enfin, je brûle beaucoup, beaucoup de calories. Et avec les entraînements, quand tu fais le calcul de ce que je brûle sur une journée, c'est vraiment des calories, enfin, c'est vraiment un rythme d'athlète de haut niveau olympique, quoi. C'est Ouais. des 5000, c'est des entre 4 et 5000 kilocalories par journée. Donc, pour pouvoir subvenir à mes besoins, ben, quand j'ai pas besoin de couper du poids, je mange. J'aime bien, je sais manger bien. Bien pour moi, c'est quoi? C'est se baser sur des aliments non transformés et varier les apports, c'est-à-dire que je vais manger des glucides, des lipides et des protéines de bonne qualité nutritionnelle. Donc, ça va être comme aliment de base. Franchement, au final, du coup, c'est rapide hein, parce que quand tu vas faire les courses, c'est toujours la même chose, hein. Ça peut être autour de flocons d'avoine pour les féculents avec ben, pâtes ou riz. Après, les légumes, ben, c'est toutes sortes de légumes et c'est vraiment en grande quantité parce que ben, c'est le produit qui va rester, peu importe que tu coupes ou que tu coupes pas pour perdre du poids. Mais les légumes, c'est vraiment important pour le transit, les vitamines, etc. Et donc, ça peut être toutes sortes hein, de légumes le midi et le soir. Et les protéines, par contre, ça va faire bientôt 2 ans que je mange plus de protéines viande rouge, on va dire, ni poulet, et que je suis passée sur plus des protéines comme les œufs, j'ai gardé le poisson blanc. Et même la protéine en poudre, je prends pas vraiment. Quand j'en prends, c'est vraiment parce que j'arrive pas trop à varier ou que je suis dans un endroit où les œufs sont de mauvaise qualité ou le poisson de mauvaise qualité. Tu vois, je vais rajouter un peu de protéines végétales dans ma diète, mais sinon, grosso modo, ah oui, et après les gras, c'est les amandes, les oléagineux, l'avocat, et voilà, après j'ai fait le tour, hein, et ça reste ça tout le temps. Et après, quand j'ai pas de poids à perdre, et ben, il y a les jours off où vu que je brûle énormément de calories, ben, quand j'ai pas de poids à perdre, je vais pouvoir manger peut-être 2 à 3 fois par semaine quelque chose vraiment de gras. Je sais pas, par exemple, tous les vendredis soirs, quand j'ai pas de poids à perdre, on bouffe une grosse pizza. Après, on fait un restaurant de sushi une fois dans la semaine. Et un des matins, on va manger à la boulangerie, tu vois. Et c'est des choses qui, quand j'ai pas de poids à perdre, ça va pas faire modifier beaucoup mon poids de corps Ouais. parce que je Oui, brûle beaucoup, tu tu as un vois. métabolisme très élevé, oui, voilà. Toi, tu peux te le Voilà, c'est permettre. ça. Toi, tu peux te le permettre. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est pas franchement, c'est pas enviable, hein. Ouais. Franchement, c'est pas enviable parce que des fois, moi-même, c'est très fatigant, en fait, d'être comme ça parce que je suis pas diagnostiquée, mais je suis quelqu'un de très hyperactif, tu vois, et c'est très, très, très fatigant. C'est très fatigant, c'est très fatigant. Sur ces repas, en temps normal, tu manges combien de fois par jour pour justement apporter toutes ces calories? Bon, toutes les 2 heures, 2, 3 heures. Toutes les 2, 3 heures, ouais, voilà. Depuis que tu es levé, donc tu te lèves 7 heures. Matin, collation, repas, collation, repas, collation. Ouais, 6 fois, 5 ou Minimum 6 fois par 6. jour. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, ben voilà, très bien. Et tu as senti une différence physique là depuis que tu dis que tu as arrêté viande rouge et poulet et que tu étais plus sur poisson, œuf? Alors, ouais, en fait, j'ai fait vraiment le test tu vois, pour voir s'il y avait une différence dans la performance. Bon, j'aime bien l'environnement, tout ça, hein, mais j'ai pas fait ça pour des questions politiques, on va dire. Hmm. J'ai voulu voir si, parce que dans ma famille, par exemple, mon père, il est très viandard. J'ai toujours mangé beaucoup de viande, même de charcuterie et tout, tu vois, à la française, apéro, cacahuètes, saucisson. Et j'ai voulu voir si ça changeait quelque chose d'arrêter. Et oui, alors quand j'ai fait la transition, j'ai senti une différence. Franchement, j'ai senti une différence, je vais pas mentir, en termes de fatigue surtout. Hmm. C'est-à-dire que, par exemple, en début d'après-midi, tu vois, quand tu as mangé et que tu as le coup de barre là, et ben avant, c'était chaud pour se remettre à l'action et des fois même impossible. Et ça a complètement disparu. C'est-à-dire que là, je suis plus maître de ma fatigue quand je suis passée sur une alimentation vraiment équilibrée et adaptée à moi. Ouais. Et d'un autre côté, une fois que j'ai arrêté, ben, j'avais plus envie de revenir, tu vois. Et aujourd'hui, quand je vais manger de la viande, ça va être vraiment parce que je suis obligée, on va dire. Par exemple, imaginons, ben, je suis invitée à un barbecue
et ben, je vais pas marquer mal ou bien déshonorer, tu vois, la personne qui a cuisiné et tout. La personne a fait un poulet, la personne a fait de la viande. Ou à Noël, je sais pas, je vais manger. Mais le lendemain, mon corps, c'est Ouais. diarrhée direct. Ouais. Ouais, je vois, je comprends. Ouais, on est tous différents et tu as su trouver ce qui te convenait. J'ai vu que ça fait plusieurs mois que tu es suivi par Carole Yoshioka, je crois, qui est au Brésil. Dans son suivi, bon, qui gère ta nutrition, est-ce qu'il y a aussi, elle te fait faire des prises de sang pour éventuellement te- que tu puisses te complémenter avec des nutriments dont tu pourrais être carencé? Oui, oui, bien sûr. Alors, je fais plus ça, même moi, tout seul, sans vraiment sa prescription, comme tu dis, mais même si elle demande, hein. Mais je fais ça avec mon médecin aussi en Guyane parce que ben, je suis en tant que. Je pense que c'est plus un problème de nana justement que de mec, mais j'ai des carences en fer, par exemple, tu Ouais, vois. J'ai une. Comment on appelle ça encore? Une carence en fer sans anémie, en gros. ok. Mais par exemple, ça m'a perturbée. Quand j'ai découvert ça, justement, j'avais des phases de fatigue où je comprenais pas. Donc, c'est là que c'est intéressant de demander à son médecin de faire un bilan. Mais après, il faut savoir que le médecin, en général, il sait pas même lui quoi mettre exactement. C'est-à-dire, lui, il va donner le truc de base. Il va marquer magnésium, justement, fer, vitamine B12 et les trucs classiques où il y en a 4 5 qui va ressortir sur les prises de sang, on va dire communes à tout un chacun. Et en fait, si tu veux faire un bilan vraiment précis, il faut soit aller voir un médecin du sport ou soit que toi, tu regardes et que tu te documentes et que tu dises, voilà, moi, je voudrais tester ça, 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 ça. Et notamment, il y a des choses en France où les médecins, c'est des choses qui sont payantes parce qu'ils ne sont pas dans les ordonnances normales. Donc, il ne faut pas hésiter à demander les dosages que tu souhaites vérifier dans ton corps. Moi, par exemple, j'ai découvert récemment, peut-être l'année dernière, ça fait un an, que je manquais pas d'oméga 3. Que je me complémentais souvent en oméga 3 parce que bon, bah, c'est dans la culture aujourd'hui de Ouais. prendre des compléments alimentaires et tout. Et notamment, des fois, on en prend trop, pas assez ou on ne sait pas exactement ce qu'on prend. Et ça fait un moment que je me complémente plus en oméga 3 sans avoir de carence parce que ben, mon organisme, il synthétise bien ça et je suis pas en carence, Ouais. tu Ça, vois. c'est... Alors pour autant que ben, la vitamine C, par exemple, je sais qu'il y a des fois, c'est limite et ça se voit sur mes prises de sang. Donc, quand je fais des cures de vitamine C, je sens la différence. Je sens que j'ai un petit booster. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai moi-même fait des tests avec analyse génétique en même temps qui montrent aussi les prédispositions. Et voilà, et quand on a ces rapports individualisés, ça permet toujours de sortir du générique oméga 3, magnésium, multivitamine. Ah ouais, je te rejoins là-dessus. Je voudrais parler sur un dernier point, un point pour les filles, parce que tu sais, en même temps, je suis naturopathe et j'ai accompagné énormément de femmes dans tous les sports hein, que je peux suivre. Est-ce que toi, ton entraînement, alors je me permets de parler de ce sujet-là, hein, parce que ça intéresse quand même pas mal de filles, tes entraînements poussés à haut niveau avec des fois des variations de poids, est-ce que de ton côté, tu as pu ressentir des variations sur ton cycle hormonal? Ah, mais carrément. Alors ça, pour une nana, c'est un point qui est très réel, hein, et de deux, qui peut être compliqué à gérer parce que ben, psychologiquement parlant, si on n'est pas quelqu'un qui est très fort, très dur, ben, on peut tout de suite se laisser, ah ben non, je fais une pause, je m'arrête, je suis fatiguée, nani, nana. Notamment en période de cycle menstruel, hein, tu vois, quand tu as tes règles pour t'entraîner, ben, tu as un point en plus que le gars, il n'a pas, c'est Ouais. clair. C'est clair que quand tu as tes règles, il y a quelques jours, alors je pense que c'est pareil, hein, c'est vraiment à individualiser. C'est-à-dire que chaque nana fonctionne différemment. Il y en a qui vont perdre peut-être plus de sang que d'autres. Il y en a que ça va être des périodes plus longues que d'autres. Il y en a qui vont avoir plus de chance, c'est un truc sur 2 jours. Mais ça, c'est vraiment à savoir en fonction de la personne qu'il faut qu'elle te dise exactement comment elle, ça se passe pour que toi, tu puisses adapter au mieux tes recommandations. Et pour moi, comment je fonctionne? Moi, déjà, depuis toute jeune, j'ai déjà senti ça à l'époque où je faisais du sport, où je faisais pas de jujitsu. C'est-à-dire que je me disais, putain, mais pourquoi je suis fatiguée comme ça et tout? Et en y réfléchissant, des fois, on trouve pas ça naturel. Je me dis, ah ouais, mais si, mais t'as tes règles, comment tu veux pas être fatiguée et tu perds du sang? Ben ouais, en fait, ouais, ça me donne une fatigue supplémentaire. Ça, c'est clair, c'est une vérité, ok? Ensuite,
ça se surpasse. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à tout le temps à mes élèves, c'est être une femme, c'est pas un handicap. Pourquoi? Ben parce que c'est naturel. Donc, il faut juste l'accepter, faire presque une auto-analyse en se disant, bon, ben voilà, c'est comme ça, il faut le gérer. Et c'est pas un handicap. C'est-à-dire que moi, quand j'ai mes règles, je m'entraîne de la même façon. C'est-à-dire, je diminue pas mes entraînements ou je fais pas. Alors, surtout, je fais jamais sauter des entraînements à cause de ça. Jamais, jamais, jamais. Parce que pour moi, c'est pas concevable de se dire ah ben moi, je suis une femme, je suis différente. Donc, en fait, quand moi j'ai mes règles, je dois faire sauter un entraînement. Ça, je me l'interdis. Mais pour autant, si, il faut s'adapter. C'est clair que si c'est un jour où. Parce qu'en plus, en fonction des mois, c'est encore différent. C'est jamais la même chose. Il y a des fois où tu sens même pas passer, hop, ça change rien. Et il y a le mois d'après, peut-être tu vas être hyper fatigué, hyper fatigué. Ça, c'est vrai aussi, ça varie. Et je pense pas qu'il y ait de trucs scientifiques à expliquer pourquoi. Mais tu peux, quand c'est un jour où vraiment tu es raide et que tu sens que ça t'affecte, eh ben, tu diminues un peu l'intensité. Et là, c'est à la femme, c'est à la nana sur le tatami de savoir, de se connaître, c'est une connaissance personnelle, et de savoir aussi dire non ou d'avoir construit une confiance assez haute avec son sensei ou son professeur qui donne l'entraînement pour pouvoir choisir ses partenaires d'entraînement et éviter le gros brutasse qui va t'appuyer sur le ventre et mettre un genou dessus au moment où tu es dans cette période-là, tu vois. Et ça, Ouais. c'est pas évident parce que ben, il faut avoir confiance et se dire non, j'ai pas Ouais. aujourd'hui. Il faut pas se sentir mal à l'aise avec ça, quoi. La confiance, ça Tu revient vois. encore comme mot. Ça revient comme mot. Aurélie, on va bientôt terminer cette interview. Est-ce que tu voudrais dire un mot, remercier des gens, des sponsors? Ben, en fait, moi, je fonctionne avec du sponsoring privé, donc qui vient de Guyane. J'ai personne en France qui me suit, ok? C'est que des choses sur le territoire guyanais que j'ai construit à travers Pascal Rowe, qui est le directeur de Sodim Guyane. C'est une entreprise de bâtiments qui construit des logements, tout ça. Et à travers lui, on a construit un réseau de sponsoring, donc je le remercie lui. Après, derrière, il y a tout un tas d'entreprises qui nous ont suivis parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde que nous par rapport aux valeurs qu'on transmet, notamment aussi dans nos cours. Et donc, il y a AK Architecture, l'agence Prana, GTI avec Arnaud Lefebvre. Il y a aussi SM Construction, Point Bois. Il y a beaucoup de gens qu'on remercie à chaque fois, vraiment de façon publique, parce que sans eux, ben, on ne pourrait pas continuer à voyager comme ça. Et c'est vraiment D'accord. important pour nous. Donc, merci à tous. Ben, merci à toi. Merci Aurélie pour cette super interview. Merci beaucoup. Je te souhaite vraiment le meilleur pour les prochaines échéances. Et puis je te dis à une prochaine. À très vite. Allez, Julius, merci. au Et revoir Aurélie. espérons te revoir aussi. Ah oui, à très vite. Ciao. Ciao.